Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que nous abordions la question de la culture et de son lien avec le travail. Cette vidéo va être l'occasion d'explorer le terme de culture et son lien avec la question du travail. Nous allons tenter d'en déterminer les contours à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la classe sociale, et pour ça nous prendrons l'exemple de la classe ouvrière et ses mutations récentes. Le deuxième niveau, c'est celui de l'entreprise, et pour ça nous nous appuierons sur les réflexions managériales et l'utilisation de la culture comme outil de gestion. Et puis le troisième niveau, c'est celui du métier. Nous explorerons la question de la culture de métier comme fabrication d'un entre-soi. Je vous propose que nous revenions un petit peu en arrière. En France, dans les années 60, Alain Touraine s'interroge sur les mouvements ouvriers, notamment dans son ouvrage intitulé La conscience ouvrière, qui est paru en 1966. Il entre dans la question à partir de l'action syndicale. Selon lui, l'action syndicale doit se lire sur 2 versants. Premier versant, elle est un acte de résistance à la domination. Et puis deuxième versant, elle est un acte de défense des intérêts, une volonté d'accroître son influence, voire de renverser le pouvoir des industriels. Ces modes d'action sont à l'œuvre au moins à 3 échelles, dans les ateliers, dans l'entreprise et au niveau des rapports de classe. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. Ces modes d'action prennent des formes positives, la revendication, les négociations, les mouvements ouvriers, et des formes négatives, le freinage, le sabotage, etc. La conscience ouvrière est alors comprise comme une expérience vécue du travail. Elle est le sens pour les travailleurs d'un certain état des relations entre l'homme et ses œuvres. La conscience ouvrière est aussi une conscience des rapports sociaux, elle est la conscience d'une correspondance plus ou moins établie entre, d'une part, l'apport fait à la société et d'autre part, la gratification reçue de cette même société. Elle est aussi une volonté de liberté, un contrepoint à l'aliénation et une force de rappel auprès d'une société qui oublie volontiers ce qui la constitue. Michel Lallemand identifie 3 éléments constituant la conscience ouvrière. Premier élément, la conscience de soi. C'est la conscience d'une entité collective, le sentiment d'apporter le travail comme facteur essentiel de production. Deuxième élément, la conscience d'autrui. La conscience d'autrui comme reconnaissance d'un adversaire, le patronat, le capital. Et puis, troisième élément, la conscience de la société. C'est la perception de l'organisation sociale comme système de pouvoir contrôlant l'utilisation du travail et la répartition de son produit. Dans la société industrielle, la conscience ouvrière est d'autant plus développée que le sentiment est vif que le capital domine le travail. La conscience ouvrière est très forte dans les secteurs comme la métallurgie, où le taylorisme a vidé l'autonomie professionnelle de son contenu et a rapproché au maximum le travail réel de l'ouvrier du travail qui lui est prescrit. Au contraire, elle est très faible dans les espaces de production traditionnels où les entités professionnelles sont toujours consistantes. Elle est aussi très faible là où les qualifications et les salaires sont tirés vers le bas et où l'emploi pose problème. Historiquement, le mouvement ouvrier se constitue comme mouvement social lorsque l'usine taylorienne fait naître un sentiment d'appartenance commun entre des catégories ouvrières que auparavant rien ne rassemblait. Cette conscience est celle d'un acteur collectif qui conteste l'organisation de travail et l'usage des moyens de production et qui propose une vision politique de la société tout entière. Pour Michel Lallemand, le mouvement ouvrier est véritablement un mouvement social dans la mesure où la conscience du conflit qui oppose ouvriers et employeurs s'assortit d'une référence à un enjeu culturel, la production industrielle en l'occurrence, dont chacune des 2 parties reconnaît la valeur positive. Il s'agit en fait d'en prendre le contrôle aux dépens de l'autre partie.
Les crises et les mutations économiques du milieu des années 70 affectent le monde ouvrier. En plus de la montée du chômage et de la précarisation des plus fragiles, les indices de la mutation structurelle s'accumulent. Les identités collectives se brouillent. Les ouvriers font de plus en plus les frais de la crise économique et de la transformation et de la mutation des organisations productives. Entre 1980 et 1985, Olivier Schwartz mène une enquête dans une cité ouvrière du nord de la France. Il montre l'importance de la famille pour amortir le choc du chômage et de la précarisation. C'est vers elle que se tournent les ouvriers qui tentent tant bien que mal de maintenir une emprise sur le cours de leur vie. 10 ans plus tard, Stéphane Beau et Maurice Pialou enquêtent sur l'usine Peugeot de Sochaux-Montbéliard. Ils montrent des ouvriers qui ont fait le deuil de la société d'antan, caractérisée par un entre-soi ouvrier fier de lui-même. C'était pourtant cet entre-soi qui permettait aux ouvriers de supporter des conditions de travail pénibles, de se forger une identité commune et de construire une communauté de destin structurante de l'action collective. Aujourd'hui, la vie ouvrière est caractérisée par le déclassement, la peur du chômage, la concurrence dans le travail et la baisse des salaires. Tout ça alimente le désarroi commun, la xénophobie, la crise du syndicalisme. Et à ça s'ajoute le désenchantement des jeunes générations. Ces jeunes générations fréquentent l'école plus longtemps que leurs aînés, ils y forment des rêves d'échapper de la condition ouvrière, et en raison de son délabrement, le marché du travail ne garantit pas de sortie vers le haut. L'usine reste alors pour eux un passage obligé et d'autant plus douloureux que les jeunes avaient nourri des espoirs de la quitter. Les jeunes ne se reconnaissent pas dans l'univers des anciens. À la fierté ouvrière portée par ceux qui n'avaient pas le choix de leur destin socio-professionnel se substitue la honte de ceux qui pensaient avoir le choix et pensent avoir échoué. De plus, ces jeunes doivent affronter le mépris des anciens qui ne les prennent pas pour de véritables ouvriers. À tout ça s'ajoute une profonde mutation de la nature même du travail ouvrier. Jusque dans les années 80, l'immense majorité des ouvriers travaillaient sur des chaînes de montage et dans les ateliers de production de très grands établissements de l'industrie lourde. Aujourd'hui, ce modèle ouvrier est minoritaire. Plus de 1 ouvrier sur 2 travaille dans des fonctions de transport et de logistique ou dans un environnement de type artisanal. Tout ça ne signifie pas que les conditions de vie se sont améliorées. Entre 1995 et 2015, le pouvoir d'achat des ouvriers n'a pas augmenté. La subordination et la pénibilité physique restent des constantes. On comprend mieux dans ce cadre les principes de ce qu'on appelle depuis quelques années la crise du syndicalisme. Disons un mot sur cette crise. Le syndicalisme s'est construit, dit Gilles Ferréol, à partir de collectifs de travail relativement homogènes. Ces bastions traditionnels sont menacés. Trois séries d'indicateurs confirment le malaise. Premier indicateur, l'évolution du nombre d'adhérents. Dans les années 80, la CGT a perdu la moitié de ses membres. Deuxième indicateur, les résultats aux élections professionnelles. Les candidats d'origine non syndicale progressent régulièrement depuis 15 ans. Et enfin, troisième indicateur, les statistiques relatives au conflit du travail. Le nombre de journées perdues pour fait de grève est en très forte diminution. Le syndicalisme actuel, basé sur la section d'entreprise et la fédération de branches, s'adapte mal aux nouvelles formes d'organisation du travail. Les travailleurs hors statut lui échappent très largement. De plus, les grandes références historiques comme mai 68 ou le Front populaire semblent de plus en plus lointaines.
Si le militantisme et la conscience de classe sont en crise, une véritable révolution culturelle relayée par les médias prend forme et se diffuse dès les années 80. L'esprit d'entreprise est paré de nombreuses vertus aux yeux de l'opinion. L'idéologie managériale se saisit dès ce moment-là de la culture d'entreprise comme d'un outil. Dans son acception la plus large, la culture d'entreprise peut être définie comme l'ensemble cohérent des attitudes communes à tous les salariés dans un contexte de travail. Le tableau qui suit permet de poser quelques jalons importants des stratégies managériales en lien avec l'idée de culture. À la culture d'entreprise, entendue comme outil managérial, répond la culture de métier. Les sociologues du travail y voient un ensemble plutôt vague de thématiques qui englobent la morphologie de l'espace professionnel, les formes objectives de l'organisation du travail, les politiques de socialisation et de segmentation des groupes. De manière générale, l'attention est portée en priorité aux pratiques et aux représentations partagées qui instituent un groupe professionnel en entité collective homogène. Le geste technique est une première manière de qualifier les métiers. L'usage et la maîtrise du corps différencient les pratiques professionnelles en vertu d'une série de caractéristiques extrêmement variées. Coup de main du menuisier, coup d'œil du contrôleur, etc. L'acquisition d'une culture de métier passe donc par l'apprentissage d'une gestuelle qui, sur le plan technique, résulte d'un long processus d'incorporation qui érige au statut de réflexe les mouvements, postures, expressions de celui qui travaille. Le paradoxe ultime est que plus la technique est assimilée, incorporée et maîtrisée, plus le mouvement paraît naturel et loin du geste imposé et appris. La gestuelle n'est pas pure technicité, elle est aussi façon de se tenir avec les autres, avec les collègues, avec les clients, avec les supérieurs, avec les fournisseurs. Par exemple, dans le domaine de la musique, il y a aussi des gestes et des rituels qui échappent à la nécessité professionnelle technique et qui permettent le bon fonctionnement du collectif au travail, comme par exemple la manière d'applaudir le chef d'orchestre par les musiciens, qui est cohérent avec le type de relation qu'ils entretiennent entre eux. La question de la langue est également très intéressante. En plus des gestes, elle constitue également très efficacement la culture de métier. Le monde du travail est d'une très grande richesse sémantique. Les formules, les mots, les tournures, tout ça crée des univers communs de signes et de sens. La langue est un instrument au service de l'organisation du travail et de la régulation des relations de travail. La langue ne fait pas qu'enregistrer un ensemble de pratiques et de valeurs, elle est performative, elle ne fait pas que décrire l'action, elle l'implique. Il y a une connivence linguistique avec l'objet de son travail. C'est aussi un moyen de gérer les risques du travail, de dire à l'aide des mots les plus pertinents le sens exact de ce qui peut et de ce qui doit être. Pour reprendre les catégories élaborées par Goblet, la langue est à la fois barrière et niveau. Barrière, elle distingue, elle est façon de se démarquer des autres corps de métier, et niveau, elle rassemble, elle crée du lien social, elle forge une identité collective. On parle volontiers de culture, culture de classe, culture d'entreprise, culture de métier. C'est un terme qui revêt des significations multiples et parfois ambiguës. Je vous propose que l'on s'en tienne à une définition de base qui définit la culture comme un ensemble de valeurs, de règles et de pratiques. Dans ce cas, il n'y a pas de travail qui ne soit pas concerné. Ça vaut à la fois à l'échelon national et à l'échelon de l'atelier. Tous les univers du travail ne bénéficient cependant pas des mêmes formes d'encastrement culturel. Le sociologue est alors tenté de proposer des graduations et des nuances
Mais alors, il n'est pas possible, comme le suggère Michel Lallemand, de raisonner en termes d'identité collective. En effet, ce qui unit les individus, ce qui fonde un être ensemble, c'est autant les traits communs qui constituent la culture, culture de classe, culture d'entreprise ou culture de métier, et le projet collectif qui les unit dans l'action. Cette manière de voir les choses ouvre la voie à d'autres manières de lire le travail et les relations de travail. Elle permet d'intégrer à l'analyse non seulement les maîtrises institutionnelles de l'action, mais aussi les enjeux et les risques de l'action collective. Le travail est au moins autant projet que donné. On peut donc voir autrement le travail comme un opérateur d'intégration sociale.